Bonjour à chacune et à chacun. Je suis tout à fait heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette matinale, que ce soit les membres du club ou ceux qui ont bien voulu nous joindre à cette occasion. Et je suis également tout à fait heureux d'accueillir Christian Bick, magistrat, secrétaire général de l'Association internationale Droit, Éthique et Sciences. Il a été notamment président du comité intergouvernemental de bioéthique à l'UNESCO de 2017 à 2019. Merci. Merci d'abord d'être avec nous. Et puis merci aussi, à titre plus personnel, de m'avoir associé à cette initiative. Un mot pour vous dire que cette matinale s'inscrit tout à fait dans la logique des réflexions du club. Très rapidement, nous avons déjà eu l'opportunité d'écouter Madame Noza Bougema sur les algorithmes, Madame Laurence de Villers sur l'intelligence artificielle et la cohabitation avec les robots, Monsieur Cavada sur la souveraineté numérique européenne et plus récemment Jérôme Coutou et Anne Beaufumé sur l'ampleur des transformations liées au numérique. C'est dire que nous sommes en face d'un auditoire raisonnablement averti des sujets que nous aborderons ce matin. À ce stade et d'emblée, je voudrais vous laisser la parole et vous demander de nous présenter brièvement la genèse et le propos de la rédaction de ce livre qui, entre autres, contient les textes de l'UNESCO concernant précisément les orientations qui pourraient être souhaitables en matière d'intelligence artificielle. Merci, mon cher Jean-François. Merci de m'accueillir ce matin dans votre club et dans ces lieux qui permettent de si bien voir l'école militaire et qui ne sont pas loin pour moi de l'UNESCO. Donc quelques mots, pourquoi ce livre et ce sujet? Alors vous pourrez me dire parce qu'il est dans l'air du temps et que tout le monde en discute et tout le monde publie. Alors, il y a une, j'allais dire, raison à la fois plus institutionnelle et aussi une raison un peu plus, j'allais dire, académique, mais de mobilisation académique. La raison institutionnelle, c'est comme il vous a été dit, je représente la France au comité intergouvernemental de bioéthique de l'UNESCO et depuis 2017, l'UNESCO est entrée dans une phase de réflexion normative sur l'intelligence artificielle. Et l'autre aspect, c'est que puisque je vous ai dit que j'ai représenté la France, étant membre de la Commission nationale française pour l'UNESCO, l'objectif est de mobiliser la communauté académique et scientifique et institutionnelle sur ces questions et bien entendu, n'étant pas, comme mon ami Claude Kirchner, un expert des algorithmes, c'est le directeur du comité national pilote d'éthique du numérique. Mon rôle était de mobiliser les sciences humaines et sociales. Et pourquoi, alors je ne sais pas si vous souhaitez que je dise pourquoi a-t-on parlé vivre avec, l'intelligence artificielle vivre avec. Il y a quelque temps, j'ai vu qu'un livre qui portait sur l'usage ou du mésusage des technologies et du surusage des technologies avait sous-titré son livre « Vivre sans ». Je mets « vivre avec », non pas que je sois un positiviste absolu ou un scientiste absolu du numérique, mais je crois que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère industrielle ou technoscientifique et qu'il faudra vivre avec, et pour apprendre à vivre avec, il faut effectivement un cadre de prise, tout d'abord une prise de conscience, un cadre d'analyse, et puis dessiner quelques lignes d'horizon qui, sans voir absolument clairement où les choses nous mènent, tout au moins nous permettent d'esquisser où nous voulons mettre nos premiers petits pas. Voilà un petit peu pourquoi ce
ce livre est construit aussi autour du thème de l'architecture. Parce que je suis parti, je ne sais pas si certains d'entre vous, mais vous verrez aux premières pages, j'explique que le mot intelligence vient effectivement d'une manière d'analyser et de lire les choses, et que finalement, il y a, je me suis un petit peu amusé, mais il y a ce fameux jeu de Lego qui en danois veut dire que l'on construit les choses. Eh bien, si j'ose dire, j'ai fait une sorte d'assemblage entre l'intelligence et le Lego pour montrer finalement que ce qui est censé aider les jeunes enfants à s'éduquer, à construire, eh bien, c'est peut-être une démarche, parce que nous aussi, nous sommes peut-être les jeunes enfants du numérique, c'est peut-être une démarche qu'il faut accomplir pour, j'allais dire, saisir dans la main ce qu'est le numérique, voir comment on construit intuitivement un certain nombre de choses dans les pratiques, mais aussi réfléchir sur cette architecture de construction qui dépasse le technoscientifique, puisque c'est la reconstruction plus ou moins globale de nos sociétés sur le long terme. Voilà en quelques mots les origines de cet ouvrage. Vous verrez effectivement, il a une vocation de marquer la présence française expertale à l'UNESCO, où nous avons besoin d'avoir une présence scientifique française de haut niveau et d'une présence scientifique et francophone. Merci beaucoup. Et tout de suite, à vrai dire, le livre que vous avez piloté est une somme. Et je dois dire qu'il est construit autour de cette idée d'architecture, mais qu'il est composé d'un certain nombre de textes qui sont assez courts, mais qui, à mes yeux, font bien le tour de différentes approches. Et comme nous ne pouvions pas discuter de tout ce matin pour des raisons évidentes, nous avons choisi avec Christian et avec Anne de prendre la dimension internationale. Je vais très brièvement introduire ce texte, ce chapitre auquel j'ai contribué avec Charles Thibault et avec vous-même autour de trois idées. La première, c'est que l'intelligence artificielle est indissociable des technologies qui la rendent possible. Alors, cela paraît très simple, mais ça veut dire très concrètement qu'il faut de l'électronique, des télécommunications et des réseaux, des données et la science des données, des algorithmes, et tout particulièrement les algorithmes apprenants, et notamment le deep learning, et que, au fond, dans cette révolution numérique, l'intelligence artificielle joue le rôle de clé de voûte de tout un écosystème. Alors, en réalité, cet écosystème forme un espace, et un espace au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il y a des lieux, y compris des lieux physiques. Alors, je ne développerai pas très longuement, mais déjà le système de télécommunication était la construction la plus vaste que l'humanité ait jamais conduite. Et voilà, c'est autour de cet immense réseau, de cette toile, comme on dit maintenant, qu'il y a un espace qu'on a l'habitude de dire virtuel. Et pourtant, il a des incidences très précises dans le monde réel. Alors Charles Thibault le dit très bien, il en va de la prospérité économique, de la stabilité politique et de la projection de puissance sur le reste du monde. Donc voilà cette idée d'espace. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé peut-être de plus facile à identifier, c'est l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qu'on appelle hyperscalaires. Alors, ce sont les GAFAM aux États-Unis, les Batix, mais aussi les Natu, si l'on prend Netflix, Uber et un certain nombre d'autres, qui ont littéralement bousculé les institutions. Et ce n'est pas par hasard, puisque Mark Zuckerberg disait « les États, ces vieilles institutions qui aiment la loi ».
Donc on se trouve bien face à de nouveaux acteurs avec une vision du monde qui est différente de celle que nous avions traditionnellement. Et dans cet espace, bien sûr, les États, depuis quelques années, ont réagi très, très rapidement. Les États-Unis avec l'antitrust, l'Union européenne avec les dispositifs successifs, le RGPD pour les données personnelles, le DMA, le DSA pour essayer de structurer les marchés et les services, maintenant l'intelligence artificielle et l'espace informationnel des données. Mais le monde est polycentrique. Donc nous ne sommes pas seulement dans un monde avec deux grands acteurs qui se disputent le leadership et puis quelques autres qui essaient d'entrer dans le discours. Et c'est ce point qui me paraît important. Alors d'abord des États, alors petits ou grands. Évidemment, on pense à l'Afrique du Sud, on pense au Nigeria, on pense au Brésil et surtout à l'Inde, mais aussi au Japon, à Taïwan, à Israël, qui jouent un rôle dans ce contexte. Et puis, naturellement, les organisations non gouvernementales, la société civile, d'autres acteurs, etc. Et ça nous amène à quelque chose que l'on doit constater. C'est que depuis le début des années 2000, le multilatéralisme comme émanation des États semble progressivement hors jeu. Alors, un exemple simple, l'OMC maintenant est pratiquement réduit à un rôle d'observateur puisqu'il n'y a plus de juge d'appel. Des domaines comme l'espace, et on le voit bien avec l'histoire des ballons, il n'y a plus de droit de l'espace au sens d'espace extérieur. Et il n'y a plus aucune grande négociation en cours, même s'il y a les COP, mais qui, en fait, n'ont rien de contraignant au niveau international et qui n'ont d'engagement que ceux volontairement pris par chacune des parties, bon, les États ou les entreprises, et qui, pour ces acteurs, ne tiennent pas forcément ces engagements. Alors, ça nous amène vraiment à une question centrale sur laquelle de nouveau, je crois qu'il est important de réfléchir, et ce que vous faites au sein de l'UNESCO est essentiel. Est-ce que nous avons des éléments pour reconstruire ou réimaginer un système multilatéral qui nous permette de faire face non seulement aux menaces dont on a l'habitude de parler, mais aussi tout simplement à mettre de l'ordre dans cet espace qui est tellement important pour notre vie de tous les jours. Merci pour ces propos introductifs. Je vais essayer de compléter sur un certain nombre de points. D'abord, un tout petit rappel puisque je mets en avant effectivement la question de savoir si les GAFAM ou autres équivalents peuvent être de nouveaux acteurs de la souveraineté. Rappelons en un mot ce qu'est la souveraineté. La souveraineté, c'est essentiellement un pouvoir suprême qui est donné par rapport à tous les autres pouvoirs existants, quelle que soit leur compétence, leur domaine de compétence, et quelle que soit la configuration d'organisation de ces pouvoirs. Alors, dans cette souveraineté, c'est construite certes à partir de faits militaires, économiques, mais généralement, on lui reconnaît un aspect juridique, celle de créer des obligations à tous ceux qui sont, j'allais dire, en dessous de celui qui est le souverain. Et bien évidemment, et vous connaissez, l'essence de la souveraineté est importante dans cette légitimation. Alors, il peut y avoir effectivement une essence un petit peu brutale, l'occupation militaire, la prise de possession d'un territoire, le fait, peut y avoir la croyance d'une souveraineté qui est d'ordre divin, et le roi de France était
par roi de France par la grâce de Dieu. Et puis dans notre République, si vous ouvrez la Constitution, vous verrez que la souveraineté, elle appartient à la nation. Puisque, et c'est là qu'on comprend pourquoi ce geste très symbolique constitutionnellement, beaucoup moins pour celui qui en a été, qui l'a subi, pourquoi la tête du roi Louis XVI a été coupée, parce qu'on coupait ainsi le cordon ombilical entre le souverain et ses sujets, et on faisait ainsi apparaître comme souverain non plus le roi, mais les sujets étaient transformés en nations. Et si évidemment, humainement, la démarche n'est pas très, disons, glorieuse, politiquement, elle était nécessaire pour accoucher d'un autre système de souveraineté. Je ferme la parenthèse. La première question, c'est de savoir si c'est ce qu'on appelle les nouveaux maîtres du monde, sont-ils susceptibles d'être des acteurs de la souveraineté politique. Je parle. Alors bien sûr, parce que la souveraineté économique, ils l'ont déjà. Bon, je ne vais pas trop développer là-dessus parce que c'est quand même assez évident, il y a beaucoup de choses dans la littérature. Ils l'ont, je veux dire, règle juridique classique, l'abus de position dominante. Et ce qui est un peu le paradoxe des États-Unis, dont on verra qu'ils ont pris des lois assez fortes, c'est qu'aux États-Unis, ces lois sont prises au nom de la concurrence, mais en même temps, ça pose un problème majeur parce que l'abus de position dominante, elle n'est pas seulement à l'intérieur des États-Unis, elle est à travers le monde, et de cet abus de position dominante dépend aussi peut-être les derniers instants de gloire des États-Unis comme première puissance économique, industrielle et politico-militaire mondiale. Et savoir, bien entendu, cet abus de position dominante, ce rôle économique, industriel, on peut dire qu'il est comme le domaine, puisqu'on est près de l'école militaire, militaro-industriel qui existe dans un certain nombre de pays. On le voit bien maintenant. Saucrugerie, ils arrivent tous les deux après un naufrage dans une île, et évidemment, vous les connaissez, ils commencent à essayer de se répartir le travail. Alors, Oliver, qui est toujours très sérieux, dit moi, je veux faire une constitution et je serai le roi. Et Stan dit moi, qui je serai? Mais toi, tu seras le peuple. Et c'est un petit peu ça qui est établi comme relation entre les GAFAM et tous ceux qui s'agrègent au réseau qui le crée. Et alors c'est d'autant plus, je vais dire, facile de s'appuyer ou de les faire parler que ces gens-là n'ont pas d'autre voie que leur participation à un réseau. Ils ne votent pas pour le PDG de tel ou tel réseau, ils n'ont pas de représentants à un comité d'entreprise, etc., etc. Mais vous voyez, c'est quand même une force considérable, d'autant que les manipulations peuvent se faire avec
les vrais membres du réseau. Et puis vous avez bien vu, encore si vous ouvrez votre radio France Inter depuis 2 jours, vous avez vu qu'effectivement que des pays comme Israël, qui sont spécialistes des questions de sécurité, fabriquent aussi de la sécurité ou de la désinformation. Donc on peut à la fois, si j'ose dire, comme les électeurs, avoir des vrais et des faux électeurs et de faire voter les faux électeurs. Et bien là, et c'est produit pas à partir des listes électorales. Vous savez, dans certains endroits, on oublie les morts. Hein, enfin, on oublie de les rayer. Mais là, c'est purement virtuel et personne ne le contrôle. Et le deuxième point fort pour l'influence politique, c'est que se déplace en ligne un certain nombre d'activités. Alors évidemment, le commerce en ligne, tout le monde en parle. Les choses plus désagréables, c'est quand on a affaire à sa banque, à sa compagnie de téléphone portable, et quand on veut appeler, vous connaissez tous, faites le 1, faites le 2, faites etc. Et puis, arrivé à la fin, vous n'arrivez à joindre personne, et on vous dit, vous pouvez toujours nous contacter sur notre site web. Donc la boucle est bouclée. Mais demain, je suis juge d'appel, hein, je le signale pour l'OMC, hein, si je recherche des candidats. C'est la justice qui va devenir comme ça. Et il y a eu déjà des tentatives avec la loi de 2019, c'est-à-dire de faire passer toute une institution, le dépôt de plainte, mais aussi les jugements en ligne par l'intelligence artificielle qui, pour, j'allais dire, les contentieux de masse, va chercher quelle est la décision moyenne, non contestable, rendue multigéographiquement dans le pays et qui préparera des décisions de la sorte. Donc vous voyez bien qu'ici, et pour la justice c'est important parce qu'il y a des legal tech et le législateur avait prévu dans sa loi pour les petits contentieux que la conciliation était obligatoire, et la conciliation elle est faite par les legal tech et elle est payante. Et on avait même créé le premier tribunal virtuel en matière d'injonction de payer. D'abord, ça n'a pas marché techniquement, comme toujours au ministère de la Justice. En plus, ça devait coûter 3 fois plus cher en personnel. Et puis, les avocats ont quand même beaucoup protesté. Donc, il n'est jamais rentré en vigueur. Et avant que les décrets ne sortent, la loi l'a aboli. Mais, je veux dire, ce n'est pas terminé. Hein. L'actuel ministre a annoncé un nouveau plan. Je pense que demain, on aura effectivement des aspects de justice numérique. Donc, vous voyez que là aussi, à qui on donne. Il y a eu déjà un certain nombre d'aspects techniques qui sont concédés à des grands du numérique, et puis avec les legal tech, mais il y a des exemples, on peut avoir des exemples dans d'autres technologies. Dans le domaine des technologies militaires, on a parlé beaucoup de ces canons français. Ils sont, d'un point de vue, je ne connais pas leur technologie, mais enfin, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans une technologie précise et sans avoir des gens. D'ailleurs, on voit dans les images télévisées, on voit que les serveurs de quelque matériel que ce soit, ils sont devant leur ordinateur. Donc, voyez bien aussi, là c'est très important de savoir à qui on va sous-traiter la fabrication de ce matériel, parce que là aussi, c'est une, j'allais dire, dérivation des pouvoirs de souveraineté de l'État à travers une technologie. L'influence politique fait-elle pour autant émerger un projet politique? Alors, moi, ce à quoi je crois, c'est que il ne suffit pas d'avoir une influence politique pour, j'allais dire, rentrer par ce qui est la véritable porte de la souveraineté, un projet politique. Les rois de France ont très vite voulu, non pas asseoir une monarchie absolue, mais avoir un pays qui soit géographiquement, qui ait du sens dans ses frontières, qui ait du sens dans une certaine forme de centralisation. Alors, ce n'est pas forcément
il y a d'autres moyens, d'autres voies de construire un État. C'est celle qui a été choisie et d'une certaine manière, elle a réussi. Là aussi, je vous lis une petite anecdote. Il y a quelque temps, quand on pouvait encore parler aux Russes à l'UNESCO, j'ai demandé à un ambassadeur de Russie qui était là depuis 10 ans en France comment il vivait la fin de l'Union soviétique. Il me dit très bien parce que vous êtes une Union soviétique qui avait réussi. Donc, je vous laisse faire les commentaires. Ce que je veux dire là, quelles que soient, les idées qu'on peut avoir, on ne peut pas se lancer dans une souveraineté si on ne veut pas, si on ne sait pas sur le plan politique qu'est-ce qu'on veut en faire. Alors bien sûr, il y a chez les GAFAM ce qu'on appelle l'évangélisme digital, la Macintosh OS a été inventé par Guy Kawasaki, j'arrive jamais à prononcer le nom, en 83 avec le second, convaincre, séduire, rallier à sa cause. Ça fait un peu Mussolini, credere, obediere, combattiere, ça fait un peu la même chose, mais ce sont des slogans et c'est avec ça que ça marche. Donc on crée un discours de religiosité qui vise à construire un nouveau monde étranger aux contraintes, le libertarianisme, etc. Il y a effectivement cette idéologie qui est présente aux États-Unis, celle de la Silicon Valley, etc. On peut chercher plus loin dans le langage d'un certain nombre des dirigeants, leurs philosophes. C'est vrai, mais avant tout, c'est fait pour vendre. C'est fait pour faire croire aux gens que la société de consommation dans cette nouvelle forme-là, c'est le bonheur parce qu'il n'y a pas les contraintes, on peut acheter tout ce qu'on veut, on a accès à la technologie, etc. Voilà, la société de consommation passe à celle du plaisir, mais du plaisir par les biens effectivement matériels et leur technologie. En revanche, seul un certain nombre passent de ce que j'appelle simplifié, libertarianisme ou une certaine forme de néolibéralisme, au post-humanisme. Je ne dis pas au transhumanisme, mais au post-humanisme. Et c'est vrai de certains dirigeants des GAFAM qui estiment que cette économie du désir va transformer notre condition en un post-humanisme, améliorer effectivement l'homme grâce à la maîtrise de la biologie, de la technique, voire si notre monde est fini pour les raisons de toutes les catastrophes potentielles que nous ne serions pas en état de maîtriser à temps, eh bien, il resterait la voie de l'espace. Je ne sais pas si hier vous avez vu sur une des chaînes, il y avait un très très beau film, je ne sais plus le nom, qui montrait effectivement qu'on était dans ce type de situation et qu'on fallait soit fuir dans l'espace, soit si on ne pouvait pas, nous, eh bien, y transporter des embryons humains et compter sur la gestation pour autrui pour donner une succession à l'espèce humaine. Mais évidemment, on peut imaginer que l'intelligence artificielle peut servir à cette finalité. Mais pour le moment, moi, je crois que surtout, d'abord, elle est limitée chez certains et qu'elle est peut-être un habillage pour conquérir de nouveaux mondes industriels comme l'espace, par exemple. Ça, c'est évident. Et là, on y reviendra peut-être aux alliances tout à l'heure. Vous souhaitez peut-être que je m'arrête là? Oui, mais voilà. Non, mais vous avez... Je vous remercie d'avoir anticipé. Non, on voit bien la question que vous avez posée, c'est celle des limites de ce projet. Mais je dois dire que jusque-là, nous nous sommes placés dans un débat que nous aurions pu avoir pratiquement dans les mêmes termes avant la pandémie et avant le conflit en Ukraine. Et est-ce que dans ce monde-là, nous n'avons pas oublié le rôle de la peur, le rôle de la force, et c'est peut-être sur ce point-là qu'on pourrait introduire aussi le débat, c'est-à-dire la souveraineté, c'est pas seulement une question d'acceptation ou d'enthousiasme pour tel ou tel régime, c'est aussi très souvent des gouvernements, des autorités qui imposent par différents moyens, y compris désormais par les moyens du numérique, leur pouvoir
et qui, quelquefois, embarquent leur pays, leur population dans des aventures qui peuvent être catastrophiques. Oui, rappelons qu'il n'y a pas de souveraineté sans possibilité d'usage de la force. Gladium custos legis. C'est inscrit sur la façade du palais de justice. Le glaive, l'épée, est gardienne de la loi. Mais l'épée est, j'allais dire, honorée patrie, l'épée est gardienne, effectivement, d'un certain nombre de principes et d'institutions. Il y a un dévoiement de cette caractéristique de la souveraineté quand c'est seulement la force qui crée cette souveraineté. Alors ça, c'est un problème de juristes internationalistes publicistes, c'est de savoir c'est la poule ou l'œuf. Quand vous arrivez sur un territoire supposé être vierge et que vous y installez votre drapeau en disant c'est ma loi qui s'applique et qu'il y a quelques indigènes sur place et que finalement, prenons le Canada, hein, finalement c'est un pouvoir qui vient de France, qui institue une nouvelle France, c'est bien le fait qui crée le droit. Mais il y a des moments, c'est tout le problème des territoires occupés, il y a un moment où, quand le droit est déjà constitué, on estime qu'il y a des règles de droit international qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup, même l'espace, depuis les conventions de Montego Bay et d'autres, il n'y a plus beaucoup, en théorie, de lieux qui sont sans droit ou sans vocation à être appréhendés par le droit. Vous savez, si on a un imperium, c'est bien que parce que le droit, il est impérialiste. Il a la capacité, et ça ne coûte pas cher, hein, il suffit juste d'avoir un cerveau et savoir qualifier des catégories. Voilà. Donc ça, c'est effectivement important. Et ce qui, on voit aujourd'hui, la force, elle a deux usages. Elle a bien sûr celui dont on parle. J'ai la force de vous imposer et je prends le pouvoir. Alors ça peut être celle des GAFAM, mais ça peut être celle des États j'allais dire, en pression sur les GAFAM ou autres, ou en arrangement avec. C'est le cas de la Chine. Mais aussi, et à travers l'histoire, on le sait bien, la peur, dans les situations de guerre, c'est un moyen de s'imposer. Et dans l'histoire, ça a été vrai pour imposer la religion, brûler les cathares, ou pour imposer d'autres idéologies. Mais avec Habermas, vous le savez bien que c'est utiliser la peur comme un principe éthique. La peur peut être supposée mobilisatrice. Vous voyez, Première Guerre mondiale, on n'en veut pas, ça doit être la dernière, on n'en veut pas d'une seconde, donc on s'affirme pacifique. Alors vous me direz, ça n'a pas forcément eu de très bons résultats sur la Seconde Guerre mondiale, mais au moins, vous voyez le mouvement qui peut se développer. La peur pour rendre pacifique, et ce qui n'est pas forcément être soumis, mais la peur, effectivement, peut vous conduire à vous soumettre à quelque forme de dictature. Voilà. Bien, je vous remercie. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de pistes et je crois qu'il est temps de redonner la parole à l'audience. Donc voilà, nous sommes... Et vous êtes aussi à la disposition des commentaires, des questions que vous pourriez être amené à formuler. Il y a le problème des pouvoirs au sens large, ok, mais les pouvoirs, c'est pas un problème récent, ça n'a rien à voir avec l'IA, que ce soit des pouvoirs financiers, etc. Donc là-dedans, il y a le problème de qui fournit, ok. Et puis, il y a un autre pouvoir qui est celui du consommateur qui prend ou qui ne prend pas, qui décide. Je prends un exemple récent lié à OpenAI. Finalement, j'ai découvert que je pouvais générer des images libres de droit
avec Dalle, ok, et que personne n'allait me contester les images libres de doigts pour une revue dont je m'occupe. Donc, il y a un pouvoir fort. Finalement, le décideur ultime, c'est qu'est-ce qui va servir, qu'est-ce qui ne va pas servir. L'utilisateur. L'utilisateur, ça peut être un État comme la Chine qui fait de la reconnaissance faciale, ou ça peut être un utilisateur qui se dit, enfin, je vais pouvoir avoir des images libres de droit. Mais je n'ai pas entendu, au fond, cette notion de pouvoir du décideur, quelque part, de l'innovation et du consommateur, enfin du mix consommateur-innovation. Et je voulais savoir si vous aviez des idées justement sur ce contre-pouvoir quelque part. Parce qu'à la limite, qui fournit, on s'en moque. Okay, en tant que consommateur, okay, ça c'est les pouvoirs. Il y a toujours eu des pouvoirs financiers, il y a toujours eu des pouvoirs étatiques. C'est un autre sujet. Mais il y a qu'est-ce qui sera réellement consommé. Et là, il y a un pouvoir de l'innovation et un pouvoir de la consommation qui n'a pas été abordé. Voilà. Non, je voudrais rappeler qu'on est dans le géopolitique. Alors ça nous met dans la sphère effectivement internationale, où je suis d'accord avec vous que l'internationalité des marchés, elle est importante, hein, à la fois pour les échanges et en même temps pour le poids que peuvent avoir les consommateurs. Mais je constate, mais bon, sous votre contrôle, je constate que pour le moment, les initiatives au niveau mondial existent bien parmi les ONG. Bon, elles sont quand même assez sectorisées sur tel ou tel type de problème, parce qu'on n'a pas quand même d'ONG qui soit totalement globale. Mais on a bien entendu, comme nationalement, on a une dénonciation effectivement d'une certaine forme de capitalisme, c'est pas totalement nouveau, ou de souhait que les citoyens prennent, on parle depuis une douzaine d'années de démocratie participative, sans voir très bien comment elle se construit à une grande échelle. Bon, ça existe sur le plan, je dirais, idéologique des idées. Sur le plan de l'organisation d'un point de vue international, ça me semble encore assez faible. Vous savez, quand on ne veut pas discuter à l'ONU de ces questions, on envoie ça à ECOSOC, qui est le Conseil économique et social. C'est vous dire l'importance pour les institutions internationales de ce type de débat. Mais bien entendu, il y a des sujets, c'est le changement climatique, qui ont beaucoup mobilisé les ONG au niveau international. Je n'ai pas encore vu, mais je peux me tromper, qu'au niveau des institutionnels, on en soit à ce cas, et qu'il y ait beaucoup de place aussi dans les organisations internationales. Alors certes, au niveau régional, l'Union européenne, dans la machinerie, il y a plus ou moins une place aux consommateurs en contrepartie de la place que des lobbies industriels, etc. Mais pour le moment, je trouve que c'est assez faible pour en parler à cette dimension-là. Le pouvoir s'appuie toujours quand même quelque part sur la force. Et probablement sur la force militaire. En tout cas, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et jusqu'à présent, je ne vois pas que ça ait des allures de changer. Est-ce que vous ne pensez pas que l'extraterritorialité de ces GAFAM, on parle des GAFAM par exemple, mais c'est la même chose pour leurs collègues, est-ce qu'ils ne s'appuient pas sur la force des États-Unis ? Est-ce qu'il n'y a pas une collusion de facto, et est-ce qu'ils pourraient se développer autant si derrière, il n'y avait pas la puissance américaine? Oui. Alors, bon, je pense que c'est plus ambigu que ça. Il y a de facto une espèce de tentative, je ne dis pas d'imiter, mais de faire comme le complexe militaro-industriel, pour des raisons de sécurité militaire des États-Unis. Et on l'a bien vu ces dernières années, lorsque un certain nombre, depuis l'affaire Snowden, c'est en 2013, depuis effectivement qu'un certain nombre d'informations ont été divulguées à grande échelle. Et bien évidemment, sur ce plan-là, on a vu à propos du terrorisme, il y a des législations aux États-Unis, il y a eu de collaboration des GAFAM.
mais, j'allais dire, sur le plan idéologique. Moi, certains des GAFAM jouent un peu, ne serait-ce que pour retenir l'attention d'un public américain qui partage cette idée qu'un État fédéral trop puissant contraint les libertés, etc., ce libertarianisme. Il y a cette idéologie-là qui n'est pas non plus très favorable à l'État et qui parfois, comme j'allais dire, les met en porte-à-faux, même s'il y a de bonnes raisons. Mais enfin, M. Mark Zuckerberg n'a pas rigolé tout le temps lorsqu'il a été entendu par les commissions parlementaires. Donc c'est moins évident que avec le complexe militaro-industriel. Mais d'évidence, les États-Unis ont besoin, puisque l'enjeu actuel, c'est de savoir qui restera à la première place de la Chine ou des États-Unis, ils ont besoin de mobiliser tout ce qui fait aujourd'hui une puissance. Depuis que les Chinois ont compris qu'il ne suffisait pas de la puissance militaire toute seule, mais qu'il fallait effectivement la puissance au niveau des technologies, oui, ma réponse est oui, avec ses nuances. Alors, je vais compléter ici sur un point très précis. C'est l'antitrust américain. Actuellement, comme vous le savez, il y a un gouvernement et une responsable de la réglementation qui est assez en opposition avec les GAFAM, et on lui a rappelé dans les principes de l'antitrust américain. Et ces principes qui ont été rappelés disent qu'il ne s'agit pas de maintenir des conditions de concurrence pour sauver des canards boiteux, mais ce que l'on doit surveiller, ce sont deux choses. Est-ce que les consommateurs sont lésés et est-ce que la capacité d'innovation de notre pays est empêchée par ces comportements anti-concurrentiels. Et le même intervenant, qui est évidemment républicain, a ajouté, c'est cette vision de l'antitrust qui a fait des États-Unis le pays leader et assuré sa domination sur le reste du monde. C'est-à-dire qu'on a une vision tout à fait différente de la concurrence aux États-Unis et en Europe. En Europe, on essaie d'établir, je dirais, une égalité entre les compétiteurs. Aux États-Unis, les deux éléments qui sont retenus, ce sont les consommateurs, bien sûr, et la capacité d'innovation. Et j'ajouterais, pour aller dans le même sens de cette collusion, je ne sais pas, mais en tous les cas de cette coalescence des intérêts, une autre chose, les États-Unis sont intervenus de façon extrêmement, je dirais, j'ose pas dire brutale, mais quand même décidée, auprès de l'Union européenne sur les questions de transfert de données. Parce que c'est ce que je rappelais au début, l'intelligence artificielle dépend beaucoup de la qualité et de la quantité des données. Or, nous avons eu, il y a quelques mois, la surprise d'apprendre qu'un accord allait intervenir dans le domaine des transferts de données sous la clause habituelle que les données seraient aussi bien protégées aux États-Unis qu'elles le sont en Europe. Accord dont on ne connaît toujours pas les détails. Et je vous rappelle que le précédent accord, la Cour de justice l'a deux fois rejeté. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un rôle du droit dans une institution internationale. Merci pour vos propos. Ne craignez-vous pas que toutes les institutions officielles, ONG, etc., ne se heurtent à des attitudes et des positions prises par des individus difficilement contrôlables? Je pense à M. Elon Musk, qui aujourd'hui contrôle l'espace avec les navettes américaines. Je pense toujours à lui, il contrôle, avec Starlink également. Il a pris des positions politiques, notamment à l'occasion de cette dramatique guerre d'Ukraine. Il prend des positions leaders dans la voiture électrique, etc., etc.
il y a d'autres Elon Musk en puissance qui vont poser, à mon sens, de plus en plus de problèmes aux institutions et qui chercheront toujours à dévier les décisions internationales et étatiques. Quel est votre point de vue ? Mais vous avez raison de souligner qu'il y a des attitudes agressives. Il y en a toujours eu chez les grands entrepreneurs. Hein. Il y a, à travers l'histoire et pas seulement dans ce domaine-là. Le problème, c'est là où, je veux dire, ce qui caractérise mon analyse, mais j'ai peut-être tort. Je crois que s'il n'y a pas de projet politique d'aller au-delà, bien évidemment, on peut bousculer les institutions pour trouver la solution pour ne pas payer d'impôts, ou j'allais dire, on peut négocier directement avec les États un certain nombre de choses, comme certains États le font avec la France pour que leurs ressortissants qui investissent en France ne payent pas d'impôts. Mais aller plus loin, ce qui implique avoir la capacité, la volonté de créer des institutions, fussent-elles scandaleuses, qui nous sortent un petit peu de notre époque, c'est-à-dire de faire, parce que la seule comparaison possible à travers l'histoire, ce sont les compagnies des Indes orientales. Si on prend la compagnie des Indes, prenons Duplex, les comptoirs français en Inde, c'est une société privée, elle a une armée, elle a une police, elle réglemente et elle vend. Ça coûte très cher. Hein. Et puis, bon, dans l'histoire des sociétés, plus ou moins, surtout en France, c'est côté plus, il y avait quand même l'État derrière. Je ne suis pas persuadé qu'ils souhaitent s'investir autant. Et justement, dans la partie d'analyse que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure, quand on regarde ce qui caractérise la souveraineté au sens classique, la monnaie, la justice, par exemple, ou la diplomatie, on s'aperçoit que sur la monnaie, il y a eu quelques tentatives, mais d'une part, ce n'est pas avec les monnaies... les crypto-monnaies, c'est pas si facile que ça, c'est quand même assez risqué. Et puis très vite, les banques centrales et la Banque centrale européenne ont réagi en créant leur propre crypto-monnaie. Et alors aujourd'hui, finalement, c'est plutôt vers des transferts de monnaie dont on parle. Sur le plan de la justice, quelques-unes de ces ont mis en place moins des systèmes de modération, etc. Bon, on a vu ce qui s'était quand même passé avec le président des États-Unis en exercice qui, sans médiation, s'est fait couper son compte. Peu importe la personne, c'est quand même... Bon. Donc, moi, et quant à la diplomatie, il est plus facile de négocier dans la coulisse que d'aller créer des ambassades. Alors, dans le sens inverse, ça existait une fois, c'était je pense pour l'amusement, le Danemark a créé une ambassade sur le métaverse il y a quelques années. C'est un peu comme les avocats qui créent une salle d'attente dans le métaverse où vous voyez rentrer dans le cabinet. Donc, pour le moment, sont effectivement, je ne veux pas dire des gesticulations de gros bras, c'est une approche agressive, mais je ne suis pas persuadé qu'ils revendiquent de remplacer les États. À la limite, que les États restent, dans l'analyse marxiste, l'approche superficielle des choses, mais pour le moment, je n'y crois pas. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de... Il souhaite plutôt être pris en compte. Là, il y a un partage entre la NASA et ce qu'il fait, ce qui arrange un peu tout le monde, parce que d'énormes budgets pour repartir à la conquête de l'espace, c'est pas si évident. Et puis aussi, d'un point de vue technique, ça montre des alternatives qui peuvent aussi être efficaces. Voilà. Oui, je voulais revenir sur une question qui a été un peu posée tout à l'heure. Sur le rôle des citoyens, y compris au niveau le plus général, au niveau géopolitique. Vous avez fait allusion à la réglementation des données entre l'Europe et les États-Unis et aux deux défaites
qu'avaient eu les différents lobbies qui avaient mis en place les précédents accords de libre circulation des données entre l'Europe et les États-Unis en cours de justice. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces deux défaites? Ce n'est pas parce que la justice s'est autosaisie, c'est parce que des citoyens ont porté plainte. Et pourquoi est-ce que le jour où sortira le nouvel accord, en tant que citoyen européen, j'ai une certaine confiance? C'est parce qu'il existe une ONG qui s'appelle Not of Your Business, pour laquelle je fais une publicité gratuite, qui est autrichienne, mais présente dans toute l'Europe, et qui conduit un certain nombre d'actions juridiques qui ont amené récemment, vous l'avez vu dans la presse ces derniers mois, à des amendes extrêmement élevées, y compris par l'administration irlandaise, qui était d'une pusillanimité totale vis-à-vis de Google, contre les GAFAM. Et donc, quand on a la chance d'être en Europe, dans un territoire de droit, il me semble, et comme on le rappelait tout à l'heure aussi, comme le disait un intervenant, qu'on a encore un gros pouvoir de consommation, je pense que collectivement, nous sous-estimons notre pouvoir collectif et que c'est absurde parce qu'on se laisse finalement imbiber par l'idée qu'il n'y a rien à faire, c'est les plus forts. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle en elle-même, le concept est une victoire marketing, puisqu'on arrive à donner une apparence inéluctable et grandiose à quelque chose qui est juste l'amélioration continue des algorithmes à laquelle on assiste depuis à peu près 300 ans, ou même un peu plus. Et donc, est-ce que vous ne croyez pas que vous sous-estimez un peu le rôle des citoyens ? Je ne sous-estime pas, je fais un constat, comme vous, qui est de voir effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas dans son ensemble, j'allais dire, un mouvement général d'organisation. Il y en a un certain nombre qui sont bien organisés, qui font ce travail, et il faut s'en féliciter parce que ça montre aussi que l'état de droit en Europe, l'Europe qui est souvent critiquée, est efficace. Mais là où on se différencie peut-être, c'est que je ne crois pas que la judiciarisation, c'est encore le juge, ça c'est le juge qui parle, la judiciarisation de la politique globale internationale doivent se faire dans les tribunaux, ne serait-ce que parce que c'est pas constructif, enfin c'est pas un jugement de valeur, c'est constructif, je veux dire vous ne construisez pas une politique, vous en empêchez une, qu'elle soit celle d'État ou qu'elle soit celle de tel ou tel groupe. Là, c'est un rejet, une condamnation, mais la Cour ne propose pas. Alors certes, on peut lire les conclusions de l'avocat général qui vous disent ce qu'il faudrait faire pour que ça être dans les clous, mais ce n'est pas la Cour, c'est le Conseil et le Parlement qui sont co-législateurs en Europe. Donc s'il n'y a pas un mouvement plus général d'ampleur dans l'opinion publique qui pousse les États, et je regarde à ce niveau-là, institutionnellement, il n'y a pas une grande place dans les institutions internationales qui est faite aux citoyens. Moi, Monsieur le juge, je suis très étonné parce que je vous entends être très défaitiste par rapport au pouvoir du juge. Je suis un pessimiste actif. Oui, vous êtes non, pas actif parce que je pense qu'en gros, si les juges, en effet, ne considèrent pas qu'ils ont la possibilité, à travers ce qu'ils désignent comme principe, et il a été fait allusion tout à l'heure à la façon dont les juges aux États-Unis sont en train, sur les 20 dernières années, ont complètement fait évoluer le droit de la concurrence en disant non, ce n'est pas la concurrence entre les entreprises. Ce qui est important, c'est de regarder si le consommateur est lésé. Ce qui est absolument vertigineux parce qu'à partir du moment où, comme les GAFAM, on donne des produits gratuits, ça veut dire qu'avec cette conception du droit de la concurrence, on peut faire absolument ce qu'on veut, puisque sur un produit gratuit, le consommateur n'est jamais lésé. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les juges ont changé le monde. Les juges américains ont changé le monde. Et il me semble que si les juges européens n'ont pas le sentiment qu'eux aussi peuvent changer le monde, bien sûr un peu fouettés par des citoyens qui viennent leur dire mais où sont vos principes finalement ? Eh ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a déjà perdu la bataille. Oui, mais enfin, et qu'à tout prendre, il vaut mieux quand même une arme judiciaire qu'une arme militaire.
Oui, mais les armes judiciaires, surtout aux États-Unis, vous voyez que c'est des boomerangs qui reviennent. 73, l'affaire Roe versus Wade, et vous connaissez la nouvelle décision rendue 50 ans après. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas d'autres commentaires sur le pouvoir des juges. Et on est en France aussi. Oui, on a un peu de mal à imaginer qu'Elon Musk recrute une milice type Wagner pour conquérir le monde. Il n'y a pas besoin. Mais pourquoi pas? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je sais pas, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour les GAFAM? On peut tout à fait imaginer que des acteurs d'un domaine économique soient présents. J'ai négocié le poste de Tchernobyl à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et les Français étaient concernés parce que le système de pool qui était proposé, un système de pool plus des responsabilités des États, aurait fait que la France aurait dû payer les 3/4 des conséquences de Tchernobyl basées sur la production. Et sont présents à l'AIEA les producteurs d'électricité. Donc nous avions à la représentation permanente française, où il y a en permanence, si j'ose dire, un représentant du CEA, des réunions préalables avec effectivement EDF et le CEA qui siégeaient comme observateurs. Et les observateurs sont possibles, ça dépend des institutions. Moi, j'y suis pas défavorable, mais il faut aussi prévoir d'autres types d'observateurs, comme les organisations représentant les citoyens internationaux. Oui, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas si ça... Je veux dire, eux, ils n'ont vraiment pas besoin. Autant peut-être les citoyens ont besoin d'avoir une voix. Je pense qu'Elon Musk et des autres se font déjà suffisamment bien entendre. Mais je n'y suis pas défavorable, ça existe déjà. Oui, alors, très concrètement aussi, le dernier sommet mondial sur les questions de société de l'information ont fait une ouverture à la fois vers le secteur privé et vers la société civile. Autant les acteurs du secteur privé ont été actifs, autant il est difficile pour le système actuel des agences et des négociations internationales d'avoir quelque chose qui soit à la fois représentatif et fiable en matière de représentation de la société civile. Alors, je peux vous en donner des tas d'exemples, mais il suffit de constater les mécanismes qui ont été mis en place dans les Nations Unies pour reconnaître les organisations internationales, mais qui n'empêchent pas des organisations internationales totalement manipulées. Au moment, la deuxième réunion de ce... Pas plus que des États sommet. Totalement manipulés. Ah, tout à fait, tout à fait. Et nous n'irons pas jusqu'aux ambassadeurs. Mais la dernière réunion qui s'est tenue, c'était en 2005 à Tunis. Il y avait des organisations qui étaient purement et simplement l'émanation du gouvernement tunisien en particulier. Voilà. Donc il y a un problème, et c'est là où on revient sur cette question d'architecture, c'est que il y a un problème. Je voudrais effectivement profiter du pont que vous me donnez pour reparler de la question effectivement de la dimension internationale entre les États et les institutions internationales. On a un paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire on a longtemps cru, et les GAFAM nous faisaient croire que les États avaient disparu, etc. Ils semblent revenir au galop depuis quelques années. Mais c'est un paradoxe, parce que même pour les plus grands... je veux dire, enfin les plus visibles, avec des politiques en apparence opposées, les États-Unis et la Chine, ils ne maîtriseront pas tout jusqu'au bout. Et on le voit bien à l'heure actuelle, si la Chine a fait comme Poutine a fait en Russie avec ses... Non, pas les... Non, j'ai oublié le nom des... Les Bafix.
Non, pas les Baltiques, c'est pas grave. Ce que fait la Chine aujourd'hui, les oligarques, voilà. Poutine a fait avec ses oligarques, la Chine le fait avec les Baltiques. Mais ce système, est-ce que... Je ne suis pas persuadé, hein, tous ces pays ont le complexe du syndrome Gorbatchev. Alors, donc, on resserre la vis, etc. Il y a un moment où ça finit par exploser. Et donc, l'État, ça s'est déjà produit avec l'Union soviétique, l'État continuera à exploser, puisque le grand mouvement des 50 dernières années, c'est de nouveaux États. Ce n'est pas moins d'États, c'est de nouveaux États. Et donc, il y a ce paradoxe. Les États, effectivement, s'affirment, et en même temps, ça reste pour moi une façade, ils restent quand même assez faibles et assez vulnérables. Et dans le même temps, effectivement, alors là, il y a une réalité qui est vraie, c'est que le multilatéralisme au plan international, principalement les organisations internationales, mais aussi les conventions ou les traités, non pas disparaît, mais se sectorisent. Et ça, c'est pas nouveau, hein. Le 19e siècle, le début du 20e siècle était un droit international universel, les grandes conventions de loi uniformes, notamment en matière de propriété intellectuelle, hein, puisqu'elles datent des années 1860. À ça succède, parce que le système des Nations Unies est véritablement devenu un système avec des agences techniques, des choses très, très, très pointues. Alors c'est vrai qu'elles n'ont pas été trop efficaces à part d'eux, l'Organisation météorologique internationale et l'OCDE, mais sur la question des taxes et des impôts, mais sont des organisations très discrètes l'une et l'autre, même si l'OCDE fait des travaux absolument considérables et d'un grand intérêt sur l'état des choses. Alors l'UNESCO fait un peu, j'ai écrit contre-pouvoir, elle a l'avantage d'être la seule organisation transversale du système des Nations Unies. L'éducation, la science et la culture, ça comprend aussi le journalisme, et elle intervient dans les catastrophes naturelles, la répartition de l'eau, etc., etc. Donc elle s'est lancée là-dedans. Mais évidemment, quand on se lance à 193 États, même si les États-Unis et Israël ne sont pas là, il reste quand même la Chine qui a quand même largement promu l'exercice. Donc vous voyez quel est l'État en façade, dans l'impression de retrouver une certaine sécurité, une certaine réglementation, car que, bon, au plan européen, avec le RGPD et puis les deux projets de règlement européen, c'est-à-dire de loi européenne qui sont annoncés sur l'IA, on va avoir du droit contraignant, puisqu'on n'a même pas besoin d'avoir des lois nationales, s'appliqueront directement les règlements européens. Mais au niveau international, on reste certes dans une recommandation, l'UNESCO a non pas une déclaration, mais une recommandation de principe éthique, et certes aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne mentionne pas seulement des valeurs et des principes, mais elle fait des propositions d'action aux acteurs pour des politiques dans certains domaines, la santé, la gouvernance, etc. Il y a 11 ou 12 domaines, regardez la recommandation. Mais pour le moment, tout ça reste encore assez confus, comme un paysage, comme j'avais écrit pour la bioéthique, un paysage fragmenté. Mais bon, on est au milieu du gué, si vous voulez que je sois moins pessimiste. Ben justement, qu'est-ce que vous imaginez comme perspective un peu pour le futur, hein, et notamment le poids de l'IA sur éventuellement de nouvelles reconfigurations ou réarchitecturalisation, je ne sais pas comment dire. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le poids de l'IA, comme le poids de la biomédecine ou de la génétique, va changer très vite un certain nombre de choses. C'est déjà, je veux dire, le web, on a... Je veux dire, en quelques faibles décennies, on est passé de quelque chose réservé à des militaires à une privatisation totale et à un usage total, même s'il est contrôlé, mais qui est aussi incontrôlable d'une certaine manière. Donc ça va changer beaucoup de choses, ce qui ne veut pas dire qu'on va assurer la maîtrise par une réglementation. Un juriste, vous savez, ça voit pas, s'il voit déjà à 20 ans, c'est très bien.
surtout avec la vitesse dont vont les changements. Hein. Quand on regarde, je veux dire, bon, on fait des lois bac à sable, c'est-à-dire on les révise tout le temps. Autrefois, c'était comme le franc germinal, ça durait 2 siècles. Le code civil, ça durait à peu près 2 siècles, sauf le divorce, on changeait de temps en temps. Mais bon, on n'en est plus là, donc c'est très, très, très difficile. Si on m'avait dit qu'en l'espace d'une révision de la loi bioéthique, on passait d'un système, c'est pas un jugement de valeur, mais conservateur à un système très libéral, je ne l'aurais pas cru avec cette ampleur. Donc, voilà. Donc, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes tous les acteurs. Donc, je termine sur votre nom. La vigilance, c'est essentiel, mais la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le... Hein, chercher une aiguille dans une botte de foin, mais cherche-t-on une aiguille? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la première interrogation qu'il faut se poser. Bien, comme vous le savez, à Futurible, nous aimons beaucoup les scénarios. Alors, si évidemment vous me posez la question, on peut imaginer quelques scénarios. C'est un exercice auquel on s'est livré récemment pour différents organismes. Il y a d'abord des invariants. Alors, les invariants, ou tendances lourdes, on en perçoit un certain nombre. Le premier élément, c'est que l'innovation et les vagues successives d'innovation se succèdent et que, quels que soient les efforts de la réglementation, il y a nécessairement un temps de retard. Alors, il y a un temps de retard, d'abord parce qu'il y a des innovations qui font la une et puis qui, quelques années après, s'avèrent finalement ne pas tenir les promesses. On en a actuellement un certain nombre dont on parle encore. C'est par exemple le métavers. On a beaucoup de domaines, de points d'interrogation. On vient d'être bousculé par ChatGPT et ses grands modèles de langage. Même chose, beaucoup d'interrogations sur la réalité, même si on voit bien un certain nombre de lignes d'évolution. Donc, premier élément, c'est autour de cette innovation à un rythme rapide et qui va marquer, c'est-à-dire nous serons dans des sociétés qui seront marquées par l'innovation. Ça, c'est un des premiers points. Et regardez ce qui se passe. Depuis 3 ans maintenant, à peu près 2 ans et demi, les institutions européennes travaillent sur une réglementation de l'intelligence artificielle. Celle-ci, maintenant, arrive en débat au Parlement. La logique qui a été suivie, c'est une logique d'usage, c'est-à-dire une logique de danger, de risque liés aux usages. On ne s'est pas intéressé à savoir ce qui était intrinsèquement dangereux dans les algorithmes, mais à quoi ils vont servir. La discussion va s'engager au Parlement. Elle est bousculée par l'arrivée de ces nouveaux systèmes ChatGPT, comme je l'ai mentionné. Et du coup, la question se pose de quels sont les usages et quels sont les risques associés. Donc voilà un exemple. Le deuxième, donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est nécessairement à prendre en compte, ce sont les équilibres internationaux. Et en ce moment-là, la vérité, c'est que ces équilibres sont suffisamment difficiles à prévoir. On peut imaginer un tendanciel avec, je dirais, un leadership américain qui s'amenuise, mais néanmoins reste prédominant sur l'Occident, c'est-à-dire l'ensemble des pays. Mais en même temps, on peut très bien imaginer une course accélérée à la technologie sous pavillon chinois,
Alors, c'est un scénario. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis c'est un scénario. Pourquoi? Parce que les Chinois ont une vision de valeurs alternatives, que majoritairement, on peut penser que la population du monde, je dirais simplement en population, pourrait être plutôt favorable à une hypothèse dans laquelle on revient à une souveraineté très stricte, à la non-ingérence, enfin, et aux valeurs avancées par les Chinois dans les organismes internationaux. Je rappelle qu'ils sont très influents à l'Union internationale des télécommunications, entre autres. Et que par ailleurs, l'utilisation désinhibée qu'ils font de la technologie peut, dans certaines mesures, constituer un atout pour leur permettre d'avancer plus vite. Bon. Voilà un deuxième scénario. On a un scénario, je dirais, plus positif, c'est-à-dire que face aux difficultés notamment climatiques et environnementales, il y a un sursaut de la communauté internationale pour mobiliser ces technologies au service, au contraire, de préservation de l'habitabilité de la planète. Donc voilà 3 lignes de scénario en quelques minutes autour duquel on peut s'amuser. Non, juste un dernier mot. Je crois que vous avez raison, mais vos 3 lignes, elles s'additionnent. Je crois qu'elles sont complémentaires et elles existent déjà. Bon, pour terminer par un mot plus positif, je dis que je suis pessimiste actif parce que je crois que le droit joue un rôle dans le regard de la façon de se construire la société. Parce que c'est lui qui construit une société, le droit. Hein? Le droit, c'est que des mots sur du papier. Mais pour leur donner cette réalité avec laquelle nous vivons, il faut que la société s'approprie cela sous forme de constitution, de législation que vous connaissez. Et c'est ça qui fait vivre une société. Et le droit a cette capacité, il invente des personnes. Vous allez me regarder, si, des personnes morales. Vous savez, quand ça a été inventé à la fin du 19e siècle, on dit qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, personne ne remettrait en cause l'existence de personnes morales. Donc le droit, c'est un outil qui ne coûte pas cher, parce que je vous ai dit, il y a des laboratoires qui s'appellent maintenant des laboratoires juridiques, mais enfin on n'a pas de matériel, et en même temps on a tous nos outils. Vous savez, c'est ce que disait, il y avait 2 grands juristes qui se combattaient. Alors l'un très conservateur et l'autre qui était de l'autre bord. Le conservateur, c'était Georges Ripert, qui a fait partie était juge au procès de Rayon, qu'avait mis en place le maréchal Pétain. Mais Georges Ripert était un grand juriste. C'est lui qui a inventé le droit de la bourse dans les années 1930 en France. Mais il se battait dans un livre qui s'appelle « Les forces créatrices du droit », qui est paru en 1955, contre René Savatier, qui, lui, mettait en avant le rôle de la biologique et de la génétique. Et Ripert disait « On ne pourra jamais rien apprendre de mieux à un étudiant qu'ils ne feront jamais mieux que leurs aînés. » Alors, vous me direz, c'est de l'arrogance professorale, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, le droit, depuis les Romains, nous avons tout, et nous pouvons tout construire avec cela. Alors certes, aujourd'hui, les nouvelles technologies détruisent ou déconstruisent un peu le droit, en pensant au droit de la famille, mais je crois que d'abord le droit peut faire preuve de résistance ou de reconstruction, parce qu'une société, même si elle est influencée par la technologie, nous ne sommes plus à tel ou tel moment, elle subit des transformations sociales. Et les transformations sociales sont nécessaires, sinon les sociétés disparaissent. Et l'Empire romain, il a disparu. Donc je crois qu'il faut que le droit joue un rôle dans ce travail de refondation, de reconstruction du social. Et pour cela, il doit aider à en prendre conscience et prendre conscience de ce rôle,
aider à analyser d'un point de vue juridique, et puis aussi mettre au pied du mur, parce que c'est comme au rugby, il faut une transformation, il faut le passage du droit à l'appropriation, qu'elle soit citoyenne, à l'appropriation politique au bon sens du terme. C'est-à-dire que le droit se constitutionnalise dans un projet, dans des choix de société. Et parfois, il faut mettre effectivement le parlementaire, le législateur au pied du mur. Il ne suffit pas de faire une bonne analyse, de prendre conscience et de faire une bonne analyse ou d'offrir même une alternative dans les choix. Il faut passer à l'étape définitive qui est celle de la décision. Et je ne crois pas, mais je reste dans la tradition française, qu'elle puisse être seulement celle du juge. Voilà. Mais il doit y contribuer. Oui, on peut imaginer, j'aime bien cette idée de scénario, là on peut imaginer peut-être d'autres scénarios. On voit monter dans le monde en fait une détestation de l'Amérique, enfin des États-Unis. Oui, enfin la France. Notamment, dont on a pu prendre conscience au moment du vote sur les sanctions contre la Russie pour son attaque de l'Ukraine, et notamment en Afrique, qui quand même dans quelques années sera le continent le plus peuplé du monde. Est-ce que derrière cette détestation des États-Unis pourrait venir une détestation des GAFAM, par exemple, qui sont quand même un peu le pendant informationnel de la puissance américaine, au profit de son pendant chinois? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un scénario que vous pouvez imaginer? Il y a trop d'usage des GAFA, des plateformes. C'est déjà tellement entré dans les mœurs. Bon, j'étais en Amérique latine au début de l'année et j'ai pu mesurer effectivement la différence de vision et le fait que une certaine propagande habilement menée joue sur la détestation des États-Unis. Alors d'abord, c'est sans doute vrai en partie en Afrique, c'est le cas dans un certain nombre de pays américains, centre ou sud-américains. C'est certainement beaucoup moins vrai en Asie. En Asie, où on voit un certain nombre de pays, alors l'Inde à sa manière, les Philippines en ont donné des exemples, où il y a une véritable, le Japon, où il y a une véritable inquiétude vis-à-vis de l'expansionnisme chinois. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est que paradoxalement, les consommateurs dans nos sociétés sont plus enclins à confier des éléments même très personnels de leur vie sur les dispositifs des GAFAM, sur les réseaux sociaux, qu'ils ne le sont à communiquer ces informations au ministère français des Finances. Alors, quand je dis au ministère français, mais c'est aussi la méfiance, etc. C'est-à-dire que l'un des succès derrière cette image des GAFAM, ça a été l'empowerment, c'est-à-dire on augmente votre capacité d'autonomie et on vous apporte des outils qui vous permettent de bénéficier d'un haut-parleur, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux, qui vous permettent d'accéder gratuitement à un ensemble de connaissances que vous n'auriez jamais imaginé 15 ou 20 ans, ou même 10 ans auparavant, etc. Donc, à tort ou à raison, les opinions publiques en Occident sont, disons, d'une certaine manière assez favorables. Et par ailleurs, quand on a aux États-Unis, et toujours dans la question des discussions en cours et même du procès en cours contre Google, puisqu'on a été jusqu'à parler d'un démantèlement, les citoyens, les utilisateurs sont très opposés à ce que l'on découpe les fonctionnalités de Google. C'est-à-dire, vous faites une recherche, vous avez automatiquement, sans changer l'adresse
le système de géolocalisation, etc., etc. Or, les consommateurs se sont montrés très réticents vis-à-vis de dispositions qui contraindraient à ce que ce soit des services séparés, même si à l'évidence, ça constitue probablement une brèche dans les lois de la concurrence. Donc il y a ces différents éléments à prendre en compte. Par contre, les utilisateurs, disons, alors en Occident, je ne peux pas vous dire ailleurs, en Occident, sont quand même sensibles aux excès, particulièrement des réseaux sociaux. Il y a des mouvements, alors il y a des livres, Les ingénieurs du chaos, qui a été écrit quelques années avant Le Mage du Kremlin, l'illustre très bien. Il y a une sensibilité, une véritable inquiétude vis-à-vis des mécanismes démocratiques. Mais il n'y a pas, bon, il faut être prudent, mais on ne note pas un refus massif devant la facilité que nous apportent les GAFAM, les services des GAFAM. Je crois qu'il y a même une forme d'addiction. Oui. Je n'ose pas demander qui a fermé son portable. Tout le monde. Tout le monde, bon, ça va de soi. Bon, je crois que vous devez partir, Monsieur Bic. Oui, on va je peut-être suis fou. s'interrompre maintenant, excusez-moi. Il n'y a pas eu de vrai mot de la fin, à moins que vous ayez quelque chose à dire conclusif. Non. Heureusement qu'il n'y a pas de vrai. Alors, il n'y aura pas un mot de la fin, mais je vais m'autoriser. J'ai essayé ChatGPT 3. Comme sans doute beaucoup d'entre vous. Alors, je suis très preneur pas à cette occasion, mais dans les semaines à venir, des réactions. Pour moi, je l'ai testé sur les études du futur, les études critiques du futur, c'est-à-dire une remise en cause, une remise en cause des études du futur. Et je dois vous dire que ce ChatGPT 3 m'a trouvé des tas de choses autour de ce sujet, mais que j'ai eu l'impression, alors peut-être je ne sais pas bien m'en servir, mais qu'on restait toujours un peu à la surface. Et j'en conclurai que ChatGPT, entre autres, est quelque chose qui vous permet de trouver des aiguilles ou une aiguille dans une botte de foin, mais que clairement il ne sait pas encore coudre. Merci.